Salut tout le monde, bienvenue dans la 4 du Midi, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les lectures de la semaine. Alors je sais pas si vous avez mis les sous-titres, mais actuellement ils sont en PLS je pense, ça me ferait marrer de les voir, que vous screeniez, que vous fassiez un screen de la phrase. J'aimerais bien savoir si ça fonctionne réellement, tous ces conneries d'intelligence artificielle. Bref, j'ai lu, je vais vous présenter 5 œuvres. Alors il y a du très très bon et il y a du bon. Alors je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce début d'année 2024, putain non, 2025... Début d'année 2025 est quand même assez timide. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait s'accorder sur les pépites, sur les chefs-d'œuvre de l'année, les répartir équitablement, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a toute la chiasse au début de l'année, puis que des trucs bien en fin d'année où faut se dépêcher de lire tout pour faire l'espèce de good top de l'année 2025. Voilà, on va pas faire plus. Putain, je suis débordé, je vous dis. Allô? Non, ta gueule, j'ai pas le temps. Voilà, on va pas faire plus de temps, c'est parti. Et on commence immédiatement avec un appel. Ça vite dans ma poche là, un appel de Roger. Oui, Roger, faut que t'arrêtes là. Ça devient du harcèlement. Non mais j'en ai rien à péter, je m'en fous en fait. Très bien, j'ai compris. Bah tu attends une bonne heure et demie là, que je finisse de tourner ma vidéo et après tu me rappelles. Ce sera trop tard. Eh ben je m'en branle. Allez, salut. Oui, à tout à l'heure. Je passe sous un pont là. Oh putain. Bon, je suis trop content de vous présenter ça. Je l'ai mis en premier pour que tout le monde puisse l'entendre. C'est l'une de mes plus grosses claques de la semaine en termes de comics. Je vais pas vous mentir que j'étais très flippé à l'idée de commencer cet univers qui je le sais, un univers qui allait me botter. Ça a été le cas. J'ai donc demandé un service presse à Delirium et je les en remercie. J'aurais demandé est-ce que c'était une bonne entrée pour cet univers-là. Ils m'ont dit rien. Ils m'ont envoyé le truc. Et du coup, je peux vous dire que oui, Judge Dredd, le repenti de Kenneth Nyman et de Tom Foster est une très très bonne porte d'entrée. Ça coûte 23€, sorti le 5 mars 2025 et ça fait 152 pages. L'œuvre est tout à fait incroyable, voilà. C'est un gros format assez large, un peu comme ce que le Black Label pouvait proposer à l'époque avec Urban. Et c'est un coup de cœur absolu. Voilà, c'est un coup de cœur absolu. Moi, Judge Dredd, y a pas besoin de savoir en fait beaucoup de choses. Hein. Tu sais qu'il y a Mega City One, qui est la grosse cité comme ça, que tout est un peu toxique, la mer est toxique, que l'univers c'est vraiment Fallout autour, c'est le No Man's Land, tu vois. Tout ce que je savais, ce que j'avais comme bagage avec le film que j'ai pas vu depuis plus de 20 ans, je pense, avec Stallone, hein, la loi c'est moi et l'ordre. Et j'ai même j'ai pas regardé, hein, je vous jure. Je pense que ça se verra. Je vais vous faire la scène. J'arrête pas d'y penser depuis tout à l'heure. Je vais vous faire la scène et désolé pour les puristes. Voilà ce que j'ai en tête de Judge Dredd le film, ok? Vous êtes en état d'arrestation. Non mais attendez, c'est pas possible, j'avais quand même pas sauté par la tête. Bah si. Mais à ce temps-là, j'aurais pu me tuer. Peut-être, mais c'était légal. Voilà, désolé, je n'ai que ça en tête. Je n'ai que ça, donc effectivement, je pars avec un bagage assez pauvre, on va pas se mentir. Donc, écoutez, j'ai lu Judge Dredd le repenti et waouh, qu'est-ce que j'ai kiffé quoi. Oh, j'ai kiffé, le dessin est incroyable. En plus, il t'explique à la fin que Foster, il commençait par balancer des maquettes 3D sur ordinateur et qu'il s'en servait pour dessiner pendant le Covid et tout. Il a arrêté cette façon-là. Il est repassé à quelque chose de beaucoup plus classique. Du fait de prendre un exemple avec ses simples yeux et de le reproduire sur papier. Et du coup, il s'affine de ouf. Bref, il y a toute une explication à la fin avec des planches de croquis et tout. Enfin, c'est plus que des croquis, hein, c'est plus des noirs et blancs. En tout cas, regardez-moi, il y a toute cette partie hyper documentaire à la fin sur la conception de cette œuvre et tout. Et vraiment, j'ai trouvé ça génial. C'est un one-shot, donc c'est des hors-séries. C'est considéré comme des hors-séries. Et tu apprends à la fin que t'as toutes les affaires classées. Donc des histoires originales de Judge Dredd qui ont été publiées dans le magazine Cult 2000 AD. Et puis Judge Dredd hors-série. Voilà, donc je sais maintenant que j'ai tout ça de hyper stylé. De quoi ça parle? On va suivre Asher, donc c'est un ancien juge, un Judge Asher, qui a fait une boulette, il a fait une grosse connerie, il a tué quelqu'un qui aurait pas dû tuer, tout simplement, voilà. Et en fait, au final, il va être donc du coup puni, il va partir sur une colonie pénitentiaire qui se trouve sur Titan pendant 20 ans. C'est une prison pour les judges qui ont fait de la merde, et lui il va partir là-dessus. Donc en fait, tu sais qu'il va partir 20 ans sur Titan, et en fait toi tu vas le retrouver dans l'histoire, ça commence où il revient à Mega City One, et en fait il se fait arrêter par le Judge Dredd, voilà, ce petit bonhomme là. Et du coup il l'a à l'œil parce qu'il se dit attends, le mec il a fait de la merde en tant que judge, il revient dans ma ville, et en fait toute l'histoire c'est ça, c'est de savoir si ce mec là, une fois qu'il a purgé ses 20 ans de peine, va réussir à retrouver le droit chemin, il va réussir à se repentir tout simplement. On va évidemment comprendre qu'il y a la police des polices, donc la police qui flique les judges, qui est la SJS, et c'est une police sans pitié, et c'est une police qui quand même a le gros orteil trempé dans la magouille. Ça
qui est intéressant, c'est qu'en fait tu vas suivre ce mec là, Aisher, donc c'est plus le Judge Aisher, hein, qui va continuer à essayer de se racheter. Il a une bonne conduite, il est toujours entraîné comme il n'y a pas, parce que les judges, tu comprends qu'ils sont vraiment très bien entraînés. Il évolue dans cette ville horrible, hein, que ce soit socialement, physiquement, climatiquement, c'est une catastrophe. Tu sens qu'autour c'est Fallout, hein, il y a un délire vraiment No Man's Land autour. Il y a les pires trucs que tu puisses imaginer dans une ville comme celle-ci, Cyberpunk. J'ai adoré parce que ce mec, Aisher, il est là dans sa vie et j'ai l'impression que, est-ce qu'on va réussir à lui pardonner ce qu'il a fait quand il était juge? Il est vraiment expié par le Judge Dredd, quoi. Tu sens que le Judge Dredd, quand tu le croises là-dedans, c'est un peu lui le héros et Aisher, c'est un peu les deux héros de cette histoire. Mais le Judge Dredd, il est carré, il a du mal à, tu sens qu'il est pas flex, le mec, il est pas souple, il est hyper rigide et c'est ce que j'attendais du Judge Dredd par rapport au film que j'avais vu à l'époque. C'est ce que j'ai eu et je suis trop content. C'est un mec qui est droit comme la justice, quoi. C'est un mec qui même pourrait aussi péter un coup de temps en temps, ça ferait pas de mal, et il en devient presque détestable parce qu'évidemment ce qui est dépeint dans Judge Dredd, que tu comprends, c'est que c'est l'ultra justice, l'ultra injustice également dans un sens ou dans l'autre, et il y a tout ce propos qui va être amené avec Aisher, le gars qui a fait de la merde à l'époque en tant que flic, qui a purgé sa peine, qui décide tout simplement de revenir à Mega City One. Il y en a qui se barrent, il y en a qui reviennent jamais et tout. Je comprends que lui il revient et en fait il a envie de montrer qu'il peut le mieux pour la société, quoi. Et en fait ça pose évidemment le thème de une fois que t'as purgé ta peine, par exemple nous dans notre monde en prison, quand tu reviens de prison, il y a toujours des a priori sur toi. T'as beau avoir purgé ta peine, il y a toujours un petit regard qui fait que putain ouais il est là lui, mais tu sais ce qu'il a fait lui. Que on peut vraiment repartir à zéro dans une ville qui te connaît, avec des flics qui te connaissent? Est-ce qu'on peut quand même te pardonner un jour ou l'autre? C'est complètement incroyable, l'histoire est dingue et ça va évidemment beaucoup plus loin. Histoire de meurtre, histoires de... bref, ça va beaucoup plus loin parce qu'il va être accusé. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Enfin bref, c'est hyper intéressant, vraiment hyper intéressant, et toute la magouille qu'il y a dans la police qui évidemment dépeint une société... alors c'est science-fictif, on est d'accord, c'est dystopique, on le sait, mais effectivement ça en dit beaucoup sur notre monde, hein. On est bien d'accord là-dessus. Et à la base, les Anglais, on va pas se mentir, ils y connaissent un rayon. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est en plus de l'histoire qui est incroyable, c'est la narration qui quand même est assez verbeuse dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes, mais tu te fais jamais chier. C'est toujours hyper bien expliqué. C'est sombre, c'est excellent, c'est du tac au tac, quoi. Ça te balance des phrases comme de la vie de tous les jours, quoi. C'est des textes qui sont plausibles, qui pourraient être réalistes dans un monde qui ne l'est pas du tout. Et puis, une fois qu'on a parlé de l'histoire et des textes, le dessin est fou. Il y a un petit côté humanoïde associé, je dis ça à chaque fois mais je me comprends. Il y a un côté quand même vachement réaliste, mais avec un trait qui est quand même poussé à l'extrême, et ce qui te donne quand même des visages assez expressifs, même plus expressifs que dans la vraie vie, hein, comme tu pourrais voir un tableau ou autre. Et en fait ça te dépeint vraiment un monde chaotique, avec beaucoup de détails, un découpage qui est quand même bien au service de notre lecture. Quand t'as des espèces de 3/4 de splash page comme ça, où tu vois un espèce d'énorme crash ou de bus qui explose et compagnie, quand il y a des bastons, des faisceaux laser, du coup vu que c'est une peinture un peu numérique, même pas mal numérique, tu sais qu'il y a des auras, tu vois, quand ça explose, t'as quand même l'aura qui est quand même très compliqué à faire avec des couleurs que tu poses sur papier. Moi j'ai passé un excellent moment, le chara design est incroyable, le Judge Dredd il est badass de ouf. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que Aisher, donc le mec qui revient de Titan, l'ancien juge Aisher, il est là. En fait il s'est fait poser une espèce de je sais pas ce que c'est, une espèce de plaque en titane qui prend tout le nez et qui lui rentre jusque dans les dents, et c'est horrible. Le gars en fait il y a vraiment un délire un peu Quasimodo que j'aime beaucoup. Il n'a plus aucun respect pour lui parce que physiquement il se trouve moche, quoi, en fait. Et il y a une raison à tout ça, et c'est une œuvre qui m'a pris au trip. C'est une œuvre où vraiment tu t'ennuies pas parce qu'il y a un fond de justice, il y a un fond de morale sociale, et en plus de ça explose dans tous les sens. Tu passes un excellent moment. Les dessins sont incroyables. À la fin, moi j'ai adoré l'entretien qu'il y a avec Tom Foster. Il t'explique que au début il faisait du 3D sur ordinateur, et qu'au final il a lâché les crayons et il s'est mis à redessiner, qu'il a retrouvé du plaisir à faire ça, et que grâce à 2000 AD, donc 2000 AD, il avait du boulot pendant le Covid et compagnie, et ça l'a sauvé, quoi. Et d'où l'importance de soutenir les libraires et de soutenir les petits éditeurs indépendants. J'ai adoré, franchement, je vous conseille absolument de lire Judge Dredd, Le Repenti. Et on enchaîne immédiatement avec une œuvre qui m'a vraiment perturbé. Je me suis dit, quel culot de sortir une œuvre, une BD, un comics, que sais-je, sur les zombies, hein, pour 24 balles, sorti le 26 novembre 2024. Blue Man Edition, mais quel culot, qui sont-ils? Quel culot de venir comme ça sur le marché et de proposer une œuvre de zombies. Je vais être obligé de m'y intéresser, et c'est ce que j'ai fait.
Zombicide, premier jour de Luca Enoch, Stefano Vietti au scénario et Alessio Moroni, mais pas que, hein, ils se sont prêtés le crayon et le pinceau pour en parler et pour dessiner tout ça. Zombicide, premier jour, oui, évidemment, vous connaissez Zombicide. C'est le jeu de plateau Zombicide qui a cartonné depuis plus de 10 ans, je crois. C'est un truc mythique et culte que je n'ai pas chez moi parce que je crois que le jeu est beaucoup trop cher. Voilà, tout simplement. Zombicide, alors je me suis dit, bordel, c'est un peu scabreux parce qu'il y a aussi Dust. Les éditions Blue Man, ils ont pour l'instant sorti quelques œuvres qui parlent d'univers adaptés de jeux de société. Bref, je me suis dit, bordel, c'est un peu chelou parce que j'espère que c'est pas des gens qui jouent aux jeux de société et c'est dégagé comme ça. Non, pas du tout. Tu es dans le monde de Zombicide. Tu vas voir je pense, les pions, les personnages qui sont dans le jeu et tu vas les incarner. Ils vont créer une histoire de ces personnages-là. Donc en fait, ça vient agrémenter le jeu de société si toi-même, tu sais, tu es un grand fan de ce jeu de société. Bref, de quoi ça parle? Les morts reviennent à la vie pour dévorer les vivants. En un clin d'œil, le monde a sombré dans le chaos. Personne ne l'avait vu venir. Personne sauf Ned. Tout le monde le prenait pour un fou. Mais plus maintenant. Il a un abri sûr avec des stocks de provisions et tout ce qu'il faut pour survivre. Il est prêt à s'y réfugier avec son groupe d'amis. Enfin, s'ils parviennent à l'atteindre. Je vais pas en dire beaucoup plus. Tu vas commencer directement par ce mec, l'espèce de vieux redneck survivaliste, c'est pas pour me déplaire, qui s'appelle Ned et qui va traverser tout Los Angeles. Donc il va passer devant un musée, tu vois, Los Angeles Museum of Natural History. Il va passer devant un bus de joueurs de baseball. Il va croiser un dreadeux avec une meuf avec un katana qui fait la visite dans ce musée-là. Avoir une meuf dans un downer, une ambulancière. Enfin, il y a plein de petits détails et tu te dis, ah, il croise plein de gens. À mon avis, c'est en train de nous présenter les personnages. Bingo! Bingo! Parce que toute l'œuvre est présentée comme ça. Tu vas croiser chacun des personnages. Il va y avoir une histoire, une story sur le passé de ces personnages-là la plupart du temps. Et ça va être comme ça jusqu'aux 3/4 du bouquin où il y a une histoire qui commence et qui amène, parce que c'est un tome 1. Voilà, c'est un tome 1 et là, je l'avais pas vu venir ça là. Tu vas voir tous ces personnages-là, leur lore et compagnie, quelles sont leurs caractérisations, leurs compétences. Alors évidemment, le joueur de baseball, tu te doutes bien, il a pas un fer à repasser pour tuer les zombies, il a une batte de baseball, voilà, tout simplement. La meuf qui est déguisée en samouraï avec son katana qui parle de l'histoire naturelle muséum de Los Angeles, et ben elle a un katana, frère, voilà. En fait, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Ned, c'est un vieux redneck, donc il est avec ses flingues, quoi. Donc c'est cool, c'est un truc assez cliché, mais qui marche quand même vachement bien. Donc on va suivre toute cette équipe qui va suivre Ned pour aller jusqu'à son abri, là où il leur promet des vivres, une protection, un endroit sûr. Donc en fait, ils vont tous se rejoindre, il va y avoir des gens qui vont mourir, des gens qui vont intégrer le bordel, et ça va être une histoire de zombies assez basique, parce qu'au début, dans la bagnole, tu vois, Ned, il écoute à la radio, il se rend compte qu'il y a des gens qui commencent à mordre d'autres gens, et compagnie, et ça part en steak, quoi. Donc, ça fait pas flipper, si tu veux, c'est assez jouissif. C'est un exutoire, j'ai vu ça comme ça. Vraiment, on est sur une histoire qui se déroule pendant les 3/4 du temps, enfin les 3/4 du comics, ou de la BD. Pendant les 3/4, ça va bien se dérouler tranquillement, il va y avoir une histoire concrète, avec un début, un milieu, et une fin qui amène une suite, évidemment. Et à la fin, ils vont intégrer d'autres personnages, alors je sais pas, c'est dommage parce qu'on en a pas beaucoup du coup, tu vois. Il y a Jen qui est là, et puis tu vas voir son histoire en 4-5 pages. Voilà, 4, 5, 6 pages. Et après, t'as Josh. Tu vois. Et Josh, ils vont t'expliquer un peu son histoire en 4, 5, 6 pages. Et après, t'as Marion. Donc en fait, ce qui est intéressant à mon sens, c'est vraiment les 3/4 du début, voilà, qui sont là. C'est une histoire où tu vas voir l'évolution de ces personnages-là, la caractérisation des personnages, la psychologie de chacun, les embrouilles, les amitiés qui vont se créer, les tensions. Ils vont évidemment, c'est juste une marche en avant, hein. Ils vont partir d'un point A pour aller à un point B, et ils vont devoir traverser la ville de Los Angeles qui est remplie de zombies. Donc ça, c'est plutôt kiffant. Et à la fin, tu as tout simplement, j'ai envie de te dire, du grain à moudre pour peut-être le tome 2. Ils sont intéressants, hein, ils sont vraiment, les personnages sont assez charmants, ça y va pas avec le dos de cuir, vraiment comme je disais, ça mord, ça tue, ça décapite, il y a de l'hémoglobine dans tous les sens, et c'est assez vif. Il y a vraiment un découpage qui est assez intéressant, et une vivacité dans le dessin. Il y a quelque chose de très manga, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traits comme ça qui t'expliquent un petit peu la rapidité, le mouvement et compagnie, donc c'est pas un dessin qui est du tout fixe, c'est quelque chose qui est vachement en mouvement, et ça fait vraiment du bien. Il y a même des effets de flou comme ça, vous voyez, qui sont assez bien amenés. Ça, c'est la vision que l'on a d'un zombie, donc je pense que dans le jeu tu peux incarner un zombie, enfin bref, c'est un jeu qui donne vraiment envie, mais il est beaucoup trop cher, et il y a des petites fulgurances graphiques comme ça avec du noir et blanc avec un rouge qui t'explique un petit peu tout simplement quand les zombies sont infectés et sont rouges de rage. Donc j'ai passé un super moment, vraiment, c'est tu prends ton cerveau, frère, et tu le poses à côté de toi et tu prends ta clope et tu écrases dedans, tu vois, vraiment on en est là, c'est vraiment un truc où j'ai passé un très bon moment. Maintenant effectivement je suis resté sur ma faim parce que c'est un tome 1, hein, voilà, et puis je pensais que tout la BD, tout le comics serait entièrement consacré à cette histoire, mais pas du tout. Il va y avoir des atomes crochus entre chaque histoire, ça va être assez intéressant, et même la construction des chapitres est assez cool. Le travail de Fab est chouette, franchement, ouais, c'est une bonne découverte. Blue Man Edition, enchanté. Zombicide premier jour, je vous le conseille si vous aimez les zombies et que vous voulez vraiment passer un moment à la cool. Maintenant c'est 24 €. Bon, il y a une belle pagination quand même, écoutez, libre à vous de voir si vous le prenez
ou pas. Et on continue cette aventure avec le capitaine Perruche sur ce bon vieux rafio au gré du vent. Il y a énormément de houle et tu entends le clapotis de l'eau qui s'expose sur le pont en bois. Hissez, matelot, hissez. Pardon, j'ai été beaucoup trop loin. Je te parle de ma claque graphique, ma grosse claque graphique de la semaine. Elle est de chez Dupuis. Elle coûte quand même 27,95 €. Elle est sortie le 7 février 2025. Conseillée pour les 15 ans et plus. Ah, je vous le dis tout de suite, c'est de l'aventure. Hein, c'est de l'aventure. C'est un artiste espagnol, madrilène, qui s'appelle Andrés Garrido, qui nous a pondu cette espèce de chef-d'œuvre. Alors c'est pas donné à 27,95 €, mais alors l'œuvre est incroyablement belle. Je vous présente Carcoma de Andrés Garrido. C'est une œuvre tout à fait incroyable. Regardez-moi l'intérieur de ce que ça peut donner hein, graphiquement, tout simplement. Voilà. On en est là. Faut aimer la mer, faut aimer les flots. Mais franchement, c'est une tuerie. Alors tu retrouves cette meuf qui s'appelle Sepia, qui se réveille avec une espèce d'énorme onomatopée de vent. Tu sens qu'il fait pas très bon vivre sur ce bateau, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'arrière? Tu vas marquer Dim du bateau qui t'explique: sans plus jamais passer par aucun port, je vivrai et mourrai en mer. La terre c'était hier et hier n'est plus. Je suis né du sel et au sel je retournerai. Les algues pour tombeau et seules les mouettes me pleureront. On est sur un bateau où les gens qui y sont des rebuts, sont des mecs qui ont fait, des meufs qui ont fait des conneries, ce sont des bagnards, enfin des personnes qui vraiment ne veulent plus mettre le pied à terre. Ils ont décidé de vivre et de mourir en mer et ils sont accompagnés d'un capitaine où tu sens tout de suite que c'est lui l'antagoniste, c'est lui le méchant de l'histoire parce qu'il est intransigeant. Tu découvres donc du coup cette fille qui s'appelle Sepia et un équipage composé de grands, de petits, de gros, de maigres, de blancs, de noirs, bref très éclectique, mais tous ont un caractère très très bien trempé et ça gueule, ça braille, ça bouffe du poisson pourri. C'est un peu la dèche sur le bateau, on va pas se mentir, c'est un peu la dèche sur ce bon vieux Carcoma. Un jour, ils sont en mer, et ils sont tous en train de se poser des questions un peu existentielles ou se battre par rapport à la recette du poisson, et il va y avoir un problème parce que déjà tu te rends compte que le capitaine il a perdu un être cher qui est dessiné sur dans sa cabine, et il va y avoir un problème parce qu'en fait Sepia, tu la vois au début, elle a des pertes au niveau des seins, et tu la vois picoler, tu fais putain elle est enceinte, et elle picole. Attends, peut-être qu'elle était pas au courant à l'époque, il fallait pas picoler quand t'étais enceinte, mais moi c'est un peu chaud quand même, mais admettons. En fait, tu te rends compte que effectivement, ça va être malheureusement, elle est sur le bateau sans son enfant et tu vas apprendre ce qui s'est passé. Et c'est une histoire qui parle du deuil. C'est une histoire qui parle un peu d'une renaissance. Enfin, c'est une œuvre qui est très poétique, très 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 poétique. Voilà, j'ai adoré cette œuvre. L'histoire est dingue, c'est prenant, c'est bouleversant. La fin, je sais pas si je l'ai vraiment compris, mais elle m'a suffi. Voilà, j'étais dans l'expectative, j'étais en train de me dire mais c'est ce que je viens de vivre, c'est complètement fou. Et c'est complètement fou pour une seule et bonne raison, c'est que les dessins sont magnifiques. Donc cet équipage, parce que je suis en train de m'éparpiller, mais cet équipage tout à coup le pont va gratter et le bateau va tout simplement s'échouer sur une île déserte. Sur cette île déserte, le capitaine et Sepia vont découvrir quelque chose qu'ils vont ramener sur le bateau sans dire trop grand chose à quelqu'un. Et ce quelque chose va du côté de l'équipage faire du bien et du côté du capitaine faire du mal. C'est très magique, c'est une aventure, hein, c'est vraiment une aventure fantastique. De manière, c'est sur la cover, on peut pas non plus, voilà. Et tu vas voir comment elle va s'en occuper. Tu vas te rendre compte que par rapport au fait qu'elle a des pertes au niveau de ses seins, des pertes de lait au niveau de ses seins, c'est pas anodin. Il y a toute cette histoire avec l'alcool qui est autour. Le fait de réussir à se dire pardon, le fait de vivre avec ses démons, et puis de faire civilisation, de faire société avec des gens qui sont radicalement différents par rapport à toi, et accepter en fait tout simplement le fait que tout le monde est un peu différent, tout le monde a une pensée différente. À partir du moment où ça s'arrête uniquement à une pensée et une discussion, en fait tout est envisageable. On peut vivre ensemble et faire société avec différents caractères, différentes caractérisations de personnages. Le dessin est magnifique, c'est vraiment magnifique. En fait il y a les deux côtés, c'est ultra détaillé dans la texture. Je trouve que les couleurs choisies sont incroyables, voilà, tout simplement. Le découpage, je sais pas ce qui caractérise le mieux cette œuvre, mais en tout cas sachez que les dessins sont quand même assez, entre parenthèses, simplistes, hein, c'est de la ligne claire, mais il y a un énorme travail de couleurs et de textures qui sont faites au crayon, et j'ai trouvé ça remarquable, voilà, remarquable. L'expression des visages est complètement folle, la poésie qui s'en dégage, le délire avec cette espèce d'être de lumière qu'ils vont ramener sur le bateau, et en fait tout ce travail fait autour de ces couleurs vertes et jaunes, quoi. Regardez-moi ça comme c'est beau, quoi. Bon je disais tout à l'heure 27,95 €, c'est peut-être un petit peu cher, oui et non, parce que ça les vaut vu la taille du bousin, mais en tout cas vous avez vraiment une grosse œuvre, un gros format qui vous permet de profiter pleinement de ces couleurs. Andrés Garrido, tu vois, il remercie à la fin toutes les personnes qui l'ont aidé, et autant dire qu'il y en a un paquet, et et merci à eux également de t'avoir aidé, parce que mine de rien, sans ça on n'aurait peut-être pas vu le jour, enfin cette œuvre n'aurait peut-être pas vu le jour, et je suis trop heureux d'avoir découvert cette œuvre. Je sais qu'elle fait un carton en ce moment, et je comprends pourquoi. C'est vraiment bourré de subtilité narrative,
narrative. Les personnages sont hyper attachants. La fin, c'est tout ça, c'est autour du deuil et de l'acceptation et tout, et vraiment ça marche très très bien. Voilà. Donc Carcoma chez Dupuis, c'est chaudement recommandé. Et on enchaîne immédiatement avec du comics à la bonne heure. Putain, Roger, si c'est toi qui viens de frapper, tu dégages tout de suite avant que je t'arrache la tête. Dégage. Mais c'est pas vrai ça. Mais qu'est-ce qu'il a en ce moment là? C'est même pas l'heure de l'apéro en plus. Ça va vraiment être urgent ce qu'il va me dire. Bref, du comics sorti chez Delcourt pour 17,95€. Yes! Pour 96 pages. Ouais, d'accord. Sorti le 26 février 2025. Oui, moi aussi, parce que tout le monde en parle en ce moment, je vais vous parler de Si vous lisez ça, je suis déjà morte de Matt Kindt au scénario, le grand Matt Kindt, de Dan McDead à l'ancrage et au dessin, et l'immense Bill Crabtree. Pour moi, c'est maintenant, ça y est, c'est acté. Ce mec-là fait partie des immenses stars. Vraiment, je vous le dis, sa colo est toujours parfaite et ça ne fait pas exception à la règle. Si vous deviez, alors moi si je devais vous dire quel cover serait efficace pour vous, bim, on est complètement là-dedans. Je vous le dis, cette cover est magnifique. Alors c'est Delcourt qui l'a envoyé, je vous l'ai pas dit, donc merci à eux. On n'en parle pas assez les covers, mais vraiment c'est le premier truc que tu vois, c'est le premier truc qui donne envie, et vraiment cette cover est magnifique. Sur le premier plan, cette meuf là, donc Robin, elle s'appelle Robin, qui est blanche, qui est froide, dans des couleurs bleuté, blanc, vraiment quelque chose de très froid. On voit que cette meuf là, ou elle est morte, ou il y a des trucs qui la dépassent. Il y a le premier plan qui est très froid et le second plan qui est rempli de rouge, de couleur un petit peu alarmiste. Il faut se grouiller là, il y a quelque chose qui urge, c'est en train de brûler, il y a quelque chose qui va pas. La typo est magnifique, enfin bref, le titre est top, enfin vraiment, s'il y avait une cover à choisir depuis le début de l'année, ce serait celle-là. Vraiment, elle est top. Pour moi, elle est très très efficace. De quoi ça parle? On va suivre donc cette meuf qui s'appelle Robin, qui est une grande reporter, qui va aller avec une équipe de choc sur une planète qu'on appelle le Terminus. Terminus, c'est une planète pleine de merveilles cosmiques et de dieux au cœur d'une lutte de pouvoir. Sauf que juste après avoir été avec, donc c'est de la science-fiction, juste après avoir été avec cette troupe en direction de cette planète, il va tout simplement y avoir un petit problème parce que ils vont présenter un peu les personnages. Ouais, bon la bleusaille là, la reporter là, en plus t'es une meuf, tu restes à côté de moi, sinon tu vas pas faire en feu sur cette planète assez aride, alors fais gaffe. Sauf que 5 minutes plus tard dans la BD, et donc 4 ou 5 pages plus tard pour nous, tout le monde va se faire décimer et seul Robin va rester en vie. Voilà, tout simplement. Ils vont se faire pourchasser par ces deux bestioles que je trouve totalement stylées. Voilà, tout simplement. Alors c'est ça, hein, l'idée c'est Robin qui va être toute seule et elle va devoir se débrouiller toute seule pour intégrer la population qui est alien, elle du coup. Et donc c'est elle l'alien sur cette planète là, et du coup comment elle peut faire pour se barrer là, pour réussir à survivre. Enfin bref, c'est une histoire un petit peu de survivaliste au sein d'une planète qui est complètement hostile. Est-ce qu'elle va faire des rencontres qui vont lui permettre de partir, oui ou non? Vous verrez bien. Le truc c'est que tout début, le reproche, je le dis tout de suite, alors du fait de la petite pagination, l'histoire j'ai adoré, le dessin est complètement incroyable et la colo est magistrale. Voilà, ça va dans ce sens-là. Matt Kindt, je l'aime beaucoup, mais là effectivement, au bout de 5 pages, on n'a pas eu le temps de s'attacher au personnage dès le début dans le vaisseau parce qu'il nous est vraiment présenté comme ça. Hein, on connaît à peine que déjà ils sont tous butés, ils se font tous étriper et ils meurent. Alors oui, évidemment, j'ai compris que c'était pour montrer que on n'a même pas le temps de s'attacher, ils se font dégommer et puis il y a une idée de rapidité et d'instantanéité, ça se dit? Bref, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment ce côté-là. 4 pages suffisent pour dézinguer toute l'équipe de choc et comme ça, il ne reste plus que Robin et puis l'histoire peut commencer. Et d'ailleurs, l'histoire est cool et la fin, moi, je l'ai beaucoup aimé. Le truc, c'est que au départ, moi, j'ai besoin d'avoir du lore, j'ai besoin d'avoir de la caractérisation de personnage pour m'attacher à ces gars-là parce que ces gars-là, ils peuvent se faire exploser dès le début. Du coup, j'en ai rien à foutre, c'est de la chair à canon pour moi. Et du coup, j'ai pas ce côté Oh putain, fais chier. ou ce côté choc, tu vois. Et c'est un peu le problème de ce début de comics, tout simplement. J'ai l'impression que le début est rushé. D'habitude, c'est la fin, on est tous d'accord par rapport à la pagination, au temps et au créneau. Là, effectivement, c'est le début qui est assez radical et c'est un choix que je respecte et que certainement bon nombre d'entre vous vont kiffer. Et moi, je vous avoue que effectivement, j'aurais voulu que le lore soit installé un peu plus profondément, qu'il y ait vraiment un attachement à certains personnages pour qu'on puisse se dire oh putain, il est mort, fait chier quoi. Tu vois, il y a vraiment un côté affectif qui se crée entre nous et les personnages de Matt Kindt. Après, l'histoire, elle avance. Ces histoires de dieux comme ça sont vraiment vraiment stylées dès le début, avant même que l'histoire commence. On voit Robin tout en haut d'un espèce d'énorme monstre, enfin d'énorme dieu immense comme ça, qui est adossé à un flanc de colline. C'est très très beau. Il y a vraiment un côté très onirique. C'est pas uniquement science-fictif, hein, c'est aussi fantastique. J'ai beaucoup aimé. Et puis il y a un petit côté Apocalypse Now que j'aime beaucoup. Hein. Il y a un délire un peu le Vietnam
là-dedans. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est très beau. Je trouve ça magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et je vous raconte même pas le kiki tout dur que j'ai quand il s'agit de parler des couleurs. Les couleurs sélectionnées, le découpage, il y a un côté... Alors on va parler déjà du dessin, le dessin est très beau, je connaissais absolument pas cet artiste, mais vraiment le découpage, il y a vraiment un très gros côté école Daniel Warren Johnson, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que pour ceux qui connaissent un peu le comics, l'auteur, le génie dessinateur qui est Daniel Warren Johnson, je pense que vous pourrez comprendre de quoi je parle. Il y a un découpage qui est très dynamique, c'est prodigieux, tout simplement. Je trouve ça vraiment prodigieux. Le dessin est très beau. Et la couleur de Crabtree, mais vraiment, mais c'est fou, quoi. En fait, c'est génial parce que t'en prends plein la gueule. C'est-à-dire que comment expliquer? Là, en fait, tu lis le truc, il y a un côté très urgence, parce qu'on est au tout début de l'histoire et tout le monde se fait dézinguer, donc il y a des flammes, c'est l'enfer, c'est le bordel, et puis hop, tu passes d'un côté dominante de bleu, de vert, quelque chose de très souterrain, et c'est magnifique. Et c'est comme ça tout le temps. Il utilise les couleurs pour t'en mettre plein la gueule. Donc tu passes du bleu, tu sens que ça commence à s'échapper un petit peu vers la couleur, parce que tu commences à arriver en surface, et juste après, les couleurs commencent à se raviver, et c'est magnifique, c'est merveilleux. La fin, je l'ai trouvé cool, je l'attendais pas du tout. Je m'attendais pas à un truc aussi what the fuck. C'est le côté Matt Kindt, on aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, merci à Delcourt de me l'avoir fait découvrir, parce que vraiment, c'est une putain de petite œuvre que je serais complètement passé à côté si je l'avais pas vu, parce que si je l'avais vu, évidemment, en bibliothèque, j'aurais foncé dessus. Ça, c'est évident. Mais ça me permet de vous le montrer, et je suis persuadé qu'il y a bon nombre d'entre vous qui vont être séduits par la proposition. Il y a vraiment ce côté alien aussi, hein. Il y a vraiment ce côté un peu, un petit peu claustrophobique, avec des tuyaux, des entités gigantesques. Il y a tout ce lore et toute cette explication par rapport à la planète. La personne qu'on va y croiser est très mystique. Il y a quelque chose de très diabolique et tout. Enfin, moi, je peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est assez court, mais en vrai, ça se lit assez vite, hein. On va pas se mentir, 96 pages. Il y a pas mal d'actions. C'est de la bonne science-fiction d'aventure, quoi. Et la fin est assez grandiloquente. Et oui, t'es pas à l'abri de prendre une petite claque graphique dans le coin du museau. Je vous conseille, si toutefois vous voulez passer un excellent moment science-fictif, si vous lisez ça, je suis déjà morte. Et pour terminer, ma petite perruche, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, oui c'est vrai, je sais, c'est triste, c'est comme ça, c'est la vie, reprends-toi, bordel. C'est une œuvre sortie chez Dargaud, c'est 72 pages, 18,50€, sorti le 7 février 2025. C'est une œuvre qui m'a fait mourir de rire, voilà, tout simplement, enfin mourir de rire, tu m'as compris, je suis pas mort, enfin ouais, voilà. Et qui m'a aussi un petit peu fait grincer des dents, on va pas se mentir, et vous allez voir que la proposition graphique ne m'a pas laissé de marbre. Oh non, est-ce que tu connais l'enfer? Oui. Eh ben écoute, c'est pile poil là-bas que je t'amène, parce que je te présente Bienvenue à Pandemonium de Diego Agrimbo et de Gabriele Ippoliti. Alors qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est quoi? Il y a des caméras? C'est quoi le délire? Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire des noms portugais, espagnols, italiens, brésiliens, et il y a quoi? Il y a que l'hémisphère sud qui savent dessiner ou scénariser des trucs ou quoi, les gars? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rien contre les Italiens, évidemment, c'est des boss, c'est des mecs, c'est des bêtes, mais il y a bon, tu peux pas avoir quelqu'un qui a un nom, je sais pas moi, le franc, le gland, le bleu, le cul, le bleu. Non, impossible. C'est que les Pimporidissi Canarientra. En fait, c'est trop la classe d'avoir un nom comme ça. Voilà, moi je vous donnerais même pas le mien, mais il est pas ouf. Voilà, je vous dis, il est pas ouf. Il est un peu pété, il est pas ouf. Voilà, il est pas ouf. Mais c'est stylé. Donc Diego Abrimo et Gabriele Ippoliti. Ça, c'est classe. Là, il y a quelque chose. Là, il y a un truc, mon pote. Putain, ça sent le soleil, il y a quelque chose, quoi. Merde. Donc, pour tout grand fan de métal, hein, quand tu vois ça dans la bibliothèque, est-ce que t'es pas en train de te dire non, je vais pas le prendre? Si. Hein, la grosse bête cornue, mon pote. Oui. Ça, c'est stylé. De quoi ça parle? Ismaël Posta est un gourou du développement personnel... Pourquoi je prends cet accent horrible? Ismaël Posta est un gourou du développement personnel mondialement connu. Aussi, est-il surpris de se réveiller après sa mort dans un train en route pour Pandémonia, la capitale des enfers? Lui, damné? C'est forcément une erreur. Mais pas facile de faire appel lorsque l'administration est débordée et Lucifer lui-même au bord du burn-out. Bim! Alors oui, on va suivre cette espèce d'énorme fumier qui ressemble à Elon Musk. Moi je l'ai comparé à Elon Musk, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en branle. Un mec qui donne des conférences avec un micro. Baby, baby, one more time! Britney Spears. Et il donne des conférences à des trous du cul qui claquent 450€ pour comprendre. Excusez-moi, j'aimerais savoir comment je dois vivre avec l'informatique chez moi. Qu'est-ce que c'est le progrès, en fait S'il vous plaît, respectez-vous. Alors vous avez vu, c'est beau, hein. Il y a un côté très caricatural, terriblement réaliste aussi, et il y a des espèces de fonds photoshopés. Enfin vraiment, la proposition est très très stylée. Alors c'est lui, Ismaël, c'est ça, Ismaël Posta. C'est ce gars-là qui donne des conférences, mais il a pas fait que ça. Vous allez le voir dans tout au long de la bande dessinée. Ça a été un vrai escroc du début jusqu'à la fin. C'est ça qui est ouf. Et c'est pour ça qu'il est en enfer d'ailleurs. Donc en fait, il donne une conférence et puis d'un coup il bouffe une olive avec un petit trident rouge. Ça m'a bien fait marrer et il s'étouffe. Et il est là, Red Dead avec sa langue en train de mourir. Hein?
Il est mort. Ah, putain. Enfin non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais quand même... Il est mort. Bon, c'est pas drôle, hein, il meurt, mais en tout cas, il décède, et du coup... Il arrive dans un train, direction Pandémonia, tout simplement. Vous allez rencontrer immédiatement une bête cornue, un sanglier, avec des cornes, qui va vous dire quel billet, où sommes-nous? Cherchez dans votre poche. Ah oui, j'ai un billet. Donc il est avec une meuf qui elle aussi est décédée. Alors il y a rien de drôle encore une fois, mais ça fait quand même rigoler. C'est ça qui est marrant. Et ils vont se rendre compte qu'ils vont traverser une espèce de... Mais il a pas l'air plus surpris que ça. Hein. Il est là, il est mort, et il arrive dans un train, direction le purgatoire, et j'ai l'impression que tout va bien. Il y a pas de problème, il sourit par la fenêtre. Enfin, le mec est un petit peu diabolique dans sa gueule, quoi. Tu sens qu'il y a un truc déjà qui est pas ouf. Donc il arrive à la gare, et là tu te rends compte qu'il y a plein d'humains qui eux aussi sont morts, et ils sont tous guidés par des bestioles cornues. Alors il y a un délire sur les architectures qui sont complètement dingues, il y a un petit côté drouillé sur certains bâtiments, je trouve. Alors à moindre mesure évidemment, mais je trouve ça magnifique. Il y a des corbeaux avec des en squelette, avec des hautes formes. Il y a évidemment toute l'administration, Belzébuth, Lucifer et tutti quanti, qui discutent du fait que le temps a changé, que maintenant ils ont beaucoup trop de travail, parce qu'il y a beaucoup trop d'humains qui arrivent en enfer, parce que, je sais pas, peut-être que les humains c'est des merdes. Vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Donc il y a tout le côté administratif de l'enfer, et puis ce gars-là qui vraiment pète plus haut que son cul, et qui va commencer à faire la morale, même en enfer, à des gens qui sont établis depuis très longtemps. Et on va suivre du coup ce gars-là qui va faire appel. Et en fait, le truc c'est que par rapport à ce que tu as fait comme péché dans la vie, tu vas avoir plusieurs niveaux. C'est-à-dire que plus t'es gradé haut, et plus la vie va être plus ou moins cool. En gros, tu vas être dans un jacuzzi un peu chaud, et toute ta vie tu vas devoir manger des saucisses, tu vois, ou de la salade, peu importe si vous êtes végétarien. Et puis plus tu vas descendre, et plus ça va être des bains d'acide et des fouets et des coups de perceuse dans les genoux et des machins. Et au final, on t'explique tout simplement que si tu facilites un petit peu l'administration de cette ville là, qui est une grande ville fourmi, vraiment tu sens qu'il y a un côté social qui est très très oppressant. On est dans une Pandémonia, c'est vraiment l'enfer sous toutes ses formes, quoi. Il y a les humains qui sont là pour se faire juger, mais tu sens que ça gronde, le peuple gronde, toutes les bestioles cornues grondent, et il y a un ras-le-bol. Et tu vas voir que peut-être que Ismaël va utiliser ça contre le gouvernement. Bref, vous allez voir jusqu'où ça va aller. C'est un one shot, c'est une histoire complète en un tome. C'est vraiment génial, vraiment génial. J'ai vraiment passé un super moment, parce que du coup il va tout simplement faire appel. Il va dire non, je suis pas d'accord. Ah, moi je suis pas damné. C'est forcément une erreur, c'est niette. Et du coup ils vont dire non, attendez, facilitez-nous la vie et on vous arrange. Non, je veux un avocat. Et ça part en couille, mon gars. Et c'est génial. Le dessin est totalement fou. Vraiment, je sais pas où me placer là-dessus. Je trouve ça très très beau. Je trouve ça très intelligent d'avoir utilisé toutes ces techniques différentes. Et je trouve que le chara-design des personnages est royal. Au moment où il va dégoter son avocat dans les chiottes avec sa gueule de pain pâté moutarde, là, regardez-moi ce psychopathe. Il fait plus peur que la bête cornue, quoi, en fait. C'est ça le truc. Je trouve qu'il y a des idées de scénario qui sont vraiment bien réussies. Et ouais, il y a un vrai travail qui est fou. Il y a l'idée de tous ces designs de personnages avec des cornes sur la tête. Et puis le côté humoristique de tous ces humains qui ont fait de mauvaises choses. Je vous montre pas, je vous garde le secret de vous montrer le purgatoire, de vous montrer les différents niveaux qu'il y a dans l'enfer. Mais effectivement, il y a des employés qui sont là pour faire des trous de perceuse dans les genoux, par exemple, ou de renverser de l'acide dans le bain, et tout comme ça. Tu sens qu'il y a toute une économie autour de l'enfer, et que comme ils expliquent dans la 4e couverture, Lucifer lui-même est au bord du burn-out, tellement il y a des nouvelles règles, il y a des nouveaux vices que les humains ont continué à créer et tout. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Si vraiment vous voulez passer un excellent moment et que vous avez moins de 20 € à claquer, franchement cette œuvre elle est excellente. Et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire, en tout cas de ce que moi j'ai l'habitude de lire, voilà. Donc messieurs dames, ce sera tout pour cet épisode. Merci à vous de l'avoir regardé, c'est adorable. Bordel, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos pépites de la semaine. Ça m'intéresse. Suivez-moi, sauvez-moi aussi, parce que j'en peux plus, je suis fatigué. Suivez-moi sur Instagram, voilà, et c'est tout. Point barre. On va rester sur Instagram jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de révélation sur le créateur d'Instagram et qu'on arrête des réseaux sociaux complètement, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires, donc voilà, vos pépites de la semaine, ça m'intéresse de ouf. Merci pour vos partages, vos commentaires, vos likes et compagnie. Si vous avez kiffé, voilà. Tant mieux, c'est le but du jeu, vraiment. Moi, je prends toujours autant de plaisir à faire ces vidéos-là. Merci à toutes et à tous pour vos retours. Et sur ce, moi, je fais d'énormes bises. Prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.
Allez, c'est bon, j'ai fini ma vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Du pick-up. Ah bah oui, merde, il est pas devant la maison. Mais qui c'est? Un mec avec une casquette et une lunette jaune. Oh putain, fais chier! Mais t'aurais pas pu appeler plus vite, toi, merde! Putain, on peut pas compter sur eux.